de nos voisins espagnols et même portugais, hein. Des amis d'ailleurs qui Costa del sont Golf. dans l'Algarve, hein, donc, où il y a beaucoup de ces golf resorts. Qu'en est-il des golf resorts au Maroc? Alors ces resorts ont démarré, le principe ou le Est-ce que concept. cet engouement, le même engouement qu'on trouve sur les côtes espagnoles, en Algarve, et pour ceux qui ont encore un peu plus de fric, ceux qui vont qui aller en Sardaigne, sur la Costa Esmeralda. Algarve, c'est la déformation de l'Algarve. Algarve. Alors, ce concept de resort golfique est apparu, on va dire, en 1900, aux alentours des années 90. Et puis, il s'est accentué, notamment avec le plan Azur, qui comportait, chacune des stations comportait plusieurs golfs, et encore plus ces années. En ce qui nous concerne, nous, chez Prestigia, nous avons 4 golfs, dont 2 en cours de réalisation, donc 4 resorts golfiques. C'est un concept qui plaît aux touristes internationaux et aux clients internationaux, et j'espère qu'avec le retour à la croissance des économies en Europe, nous allons assister dans quelques temps au retour des clients internationaux. Mais également, ça plaît aux Marocains, et nous vendons tous les jours à travers le Maroc beaucoup de logements. Les gens adorent être front de golf. Alors l'avantage d'être front de golf, c'est qu'en fait, vous avez une vue dégagée. Et on note avec étonnement que sur 100 clients, il y en a peut-être 10 qui jouent au golf, mais les 90 autres veulent être front de golf, même s'ils ne jouent pas. Il y avait le front de mer, maintenant il y a le front de golf. Il y a le front de golf. De toute façon, vous faites un jardin immense. Ouais. Voilà, c'est ça. Exactement, vous achetez une vue, vous achetez un cadre de vie, vous êtes dans un endroit... Alors, la cravate, Jawad, est-ce que c'est la couleur de la cravate, c'est un peu de nostalgie pour le fameux plan ou... La cravate, elle fait très Lazio de Rome, la cravate. Elle essaie de se marier à la veste. Alors, je voulais vous poser une petite question, puisque tu es un spécialiste de l'aérien, hein, qui aussi, hein, donc, et vous êtes aussi le papa, disons, l'un des papas du plan Azur. Qu'est-ce qui se passe à Tarazout? Pourquoi ce projet de Tarazout ne décolle toujours pas? Est-ce qu'on peut dire que Colonie Capital, c'est un peu comme Al-Baraka et compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction là-bas? Il faut envoyer Tintin, comme dans ces romans, dans ces films, là, tu sais, où il y a la malédiction du trésor. Il y a certains projets qui ont plus de difficultés à sortir que d'autres. C'est vrai que sur cette super plage, hein, nous sommes sur 6 ou 7 kilomètres au nord d'Agadir, dans un microclimat. Quand il fait gris à Agadir, il fait jamais... Le ciel est toujours bleu à Tarazout. C'est vrai que le projet semble avoir eu beaucoup de difficultés. Je pense que maintenant, le dernier tour de table qui a été mis en place avec des investisseurs institutionnels marocains, mais également des investisseurs de la région, en plus de Colonie Capital, je pense qu'on doit tenir le bon bout. Et je reste persuadé que ça sera un superbe resort. Et Agadir a besoin de capacités supplémentaires. Agadir est connu sur le marché international, mais tous les tours opérateurs, tous les grands hôteliers veulent avoir de la capacité supplémentaire, veulent avoir des hôtels supplémentaires, et Tarazout est l'endroit rêvé pour cela. Alors, il est presque 8h45, vos SMS. Alors bonjour Lino, est-ce vrai que le président de Radio Mars c'est Ouidadi? C'est Riyad de Casa. Alors à la question, si je réponds oui, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez penser? Et si je vous dis non, qu'est-ce que vous allez penser aussi? On va lui poser la question, elle répondra. Voilà. Donc, voilà, vous avez les deux. Alors, à la question oui, à la question non, vous me dites voilà ce que ça vous fait de savoir que le président de Radio Mars est Ouidadi. Alors, parlez-nous de la convention Doha Dentiste. Nous avons une convention avec un certain nombre d'institutions. De corporations? Oui, des institutions, des médecins, et dans le cadre de ces conventions... C'est signé Dr Hicham. Ah. Peut-être qu'il a... Donc nous invitons Dr Hicham à se rendre à un de notre bureau vente pour comprendre les avantages de cette convention. Quand on est dentiste, on ne brique pas un appartement social, non? Ah non, cette convention s'applique pour l'ensemble des produits. Donc aussi bien Doha, la marque Doha, que la marque Prestigia. Des cliniques peut-être. Demandez l'avis à Oussama. À qui dentiste? De toute façon, moi, j'ai pas besoin de passer par la corporation, puisque je connais personnellement M. Jawadzi. Voilà. Et au moins sur ce plan-là, je peux avoir affaire à un piston. Voilà. Non, il n'y a pas de piston, mais notre amitié là, c'est Oussama
Ouais, ce serait Tu avec allais ramer plaisir. ce matin. Il y a quelque chose qui se passait, toi. Alors, Tu allais ramer. quelqu'un, Il me donne mal aux dents, moi. Hassan qui me dit, عنده سمات Hassan qui me dit, je me méfie toujours de la mention à partir de. Point de suspension. Bon, ouais, ça c'est vrai. Commercialement, quand on dit à partir de, la nouvelle voiture est arrivée à partir de. Quand tu vas, tu dis il n'y a pas. Mais si vous voulez, on peut vous rajouter ça. انا تتسالبغي Ça, c'est une vérité du marché. Quand on a lancé le Casa Paris à partir de 490 dirhams, la première publicité que nous avait présentée l'agence, il n'y avait pas d'avion dessus. Et quand on l'a montré à des consommateurs en faisant des focus group et à des clients, les gens nous ont dit mais de quoi on parle ici? Est-ce que c'est un car? Est-ce que c'est un train à 490 dirhams? Juste pour dire que c'est des messages qui sont forts mais qui sont également une réalité. Dans un avion comme dans un appartement, comme dans un programme immobilier, tous les appartements ou tous les sièges n'ont pas le même prix. Quelqu'un qui achète 3 ans avant la construction, ou un client qui achète 3 mois après, avant un vol, quand le vol est vide, la valeur de ce siège n'est pas le même que celui qui... Maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai jamais pu décrocher un billet ni sur toutes ces low cost. Là. Franchement, parce que il y a des amis qui me disent tu sais, je suis allé à Barcelone avec 400 dirhams. Je dis ah bon, comment tu as fait? Eh ben j'ai été. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça. Il y a 2 Ça semaines, m'est jamais arrivé. Alors, comme il y a prescription, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir Il faut simplement fixer ses dates. Voilà, fixer ses dates à l'avance. Et le jour où on chargeait sur le système informatique les sièges, les gens, on l'annonçait dans la publicité. Souvent, on le faisait à partir de minuit, quand le système Internet, enfin, quand les transactions sur Internet étaient assez basses. On avait des gens qui, à partir de minuit, réservaient, achetaient 10-15 billets. Parce que si vous achetez 15 billets à 400 dirhams et vous en ratez un sur 2, vous allez quand même payer 800 dirhams. Et ça reste toujours une bonne affaire. Il faut être discipliné, il faut être très germanique et il faut pouvoir programmer à l'avance ses vacances ou ses déplacements. Non, mais le dernier raisonnement est beaucoup plus intéressant. Parce que si on achète, moi ça m'est arrivé sur Jet for You d'acheter 10 billets à 3000 dirhams, c'est-à-dire entre Madrid et Paris, et je suis parti que 3 fois sur 10. Mais au bout du compte, je n'ai payé que 3000 dirhams pour mes 3 voyages. Et les autres pièces, elles sont assez vides. Je les ai Vous les payez sans... Je les ai zappés. Alors, dans un programme immobilier, que vous achetiez front de golf, ou que vous achetiez front de piscine, ou que vous achetiez vue sur la route, c'est pas le même prix. Donc, c'est d'où le à partir de. Bon, alors, après Jet for You, maintenant Doha. Ça c'est méchant, mais pas grave, alors c'est la vie. après Jet for You et maintenant à Doha, cela confirme ma thèse, les riches se font de l'argent sur le dos des pauvres. Je ne parle pas de M. Ziad, mais de nos dirigeants. Visca, Barça. En plus, bon, c'est bien, ça vient de la part d'un... C'est un Barçaoui, donc non, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule vraie vérité. Hein. On le voit encore, même dans le foot, il n'y a que le travail qui paye. Donc les gens doivent se mettre au travail et le mérite finit par payer. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc il n'y a que le sérieux qui peut nous amener vers le développement et vers les succès personnels. Alors faites une visite à un immeuble après 1 an, ça ressemble à un bidonville, aucune esthétique, pas de terrain de sport sur généralement sur ces logements sociaux. Ouais, les infrastructures sportives, on voulait y venir tout à l'heure avec le sport. Ça c'est un problème. Ça, c'est un véritable sujet. C'est des infrastructures qui se planifient. Nous avons malheureusement, et je pense que notre recul au niveau sportif... Mais, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Jawad. Lorsqu'on vous dit, bon, vous allez faire des logements sociaux 4000, 5000, etc., on ne vous impose pas, je ne sais pas, il y a une grille. un terrain de sport, une mosquée, des logements commerciaux, une école, une garderie. Un centre culturel, une bibliothèque. Un théâtre, non. Je vous on va pas explique. jusque-là, Ils le font maintenant. Un minimum Ils le font. Comment ça fonctionne? Comment fonctionne l'urbanisme au Maroc? Vous achetez un terrain de 100 hectares, vous faites un programme. Au niveau de l'ensemble des agences urbaines et de la réglementation, vous avez ce qu'on appelle la grille des équipements. Pour tant de logements, vous allez avoir besoin, je ne sais pas, d'un hôpital, d'une école, d'un lycée, d'une mosquée, un certain nombre d'équipements. La liste est très très longue. Il est très difficile pour les promoteurs de réaliser l'ensemble de ces équipements. Donc en fait, vous êtes obligé de laisser des parcelles de terrain destinées à ces équipements. Là où le bas blesse, c'est que probablement l'insuffisance des budgets étatiques font que ces parcelles ne sont pas développées. Quand on vous dit par exemple une école,
Et un lycée, il n'appartient pas au promoteur de le faire. C'est pas son métier, c'est pas sa vocation, et il ne saura pas gérer ses équipements. Par contre, il doit mettre à la disposition de la collectivité le terrain pour réaliser. La même chose pour les équipements sportifs. Donc, on se rend compte que sur beaucoup de nos projets, ces parcelles restent vierges parce que les ministères en charge ou la collectivité n'a pas les moyens. Nous sommes également conscients de l'importance pour les gens qui habitent, parce qu'on n'est pas là simplement pour construire un logement et le vendre et partir. Ce que nous cherchons à offrir avant tout à nos clients, c'est un cadre de vie. Nous sommes conscients de cela. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur un certain nombre de grands projets pour réaliser nous-mêmes ces infrastructures. Se posera derrière la problématique de la gestion. Comment, si je construis un terrain de foot, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on n'a pas vocation nécessairement à le gérer? Si je construis un équipement sportif Donc ce que nous essayons de faire maintenant, c'est des partenariats avec les ministères concernés ou avec les collectivités pour que on réalise en partie ou la totalité de ces équipements et le remettre à une entité qui soit à même de les gérer. Mais c'est en effet un élément très important pour l'équilibre de nos jeunes, pour l'équilibre de notre société, d'avoir ce type d'équipement dans les programmes immobiliers. Alors, dites à votre invité d'arrêter de mésestimer les Marocains. Les finitions sont minables et généralement, les promoteurs ne respectent pas les délais. C'est Abou Kenza de Meknes qui dit ça. Je parlerai que pour nous. Je ne pourrais pas parler pour les autres promoteurs. Comme je disais, on accorde un intérêt particulier à offrir des produits de qualité. Ça ne veut pas dire que tous les 30 000 logements que nous livrons sont impeccables et qu'il n'y a pas une vis qui manque. Ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, on fait de notre mieux, on essaie de nous améliorer. Quant au délai, nous sommes connus en général pour ne pas avoir trop de retard. Encore une fois, sur 30 000 logements, on est dans une industrie de masse. C'est des volumes qui sont très importants. Il se peut que sur quelques programmes, nous ayons quelques retards. Mais globalement, je pense que le groupe est connu pour être assez professionnel à ce niveau-là. Alors salut, je suis Abslem de Martil. Je ne suis ni Barçaoui ni madridista, solo Raja. Alors, 20% de marge nette, c'est trop. Si c'est ça la répartition des richesses, c'est signé Driss Ouidadi, économiste. Un Ouidadi économiste. Voilà. Les journalistes doivent payer les déplacements et non pas être pris en charge par les équipes. Abid Rajaoui. Impossible en Afrique. Impossible. Voilà. Et depuis des années, les journalistes se déplacent avec les fédérations et les équipes. Il est quasiment impossible pour un journaliste africain aujourd'hui d'être reporter. Regardez les problèmes qu'on rencontre des équipes déjà pour se déplacer. Donc il faut être réaliste et s'attendre à ce que les journalistes soient professionnels, s'acquittent de leur mission. Et ça reste secondaire. Parce que tout le monde le dit, les gens ont raison. On aimerait bien avoir ce type de journalisme à l'avenir, mais sur le moment, impossible pour tous les Africains. Tous les pays africains fonctionnent comme ça. Sans les fédérations et les clubs, ils ne peuvent pas se déplacer. Je vais vous surprendre. Jamais la fédération ni un club ne m'a payé mon voyage en Afrique. Je le regrette. Je défie quiconque, moi, personnellement, de m'avoir payé un jour mon voyage en Afrique. On est en train de parler de système, et toi, tu parles de toi. On sait si, Oussama, que toi, tu es l'exception à la règle. Moi, je dis les journalistes. Bien sûr, il achète les billets d'avion par bloc de 10. Bien sûr, mais toi, tu es privilégié. Moi, j'achète les stylos par bloc de 10. Bravo de nous donner l'exemple. J'aimerais bien être dans ta place, effectivement. Je regrette, et il y avait Mustafa Abdelghani avec moi pendant 10 ans. On a fait le tour d'Afrique pour l'équipe nationale. Et il a toujours payé ses billets. Non, mais c'est vrai. Lorsque j'étais justement. Ne cite pas. Non, mais c'est juste. Je peux donner des cas. Moi, je parle des institutions. Je connais les associations africaines. Ce qui est grave, c'est que même sur le plan national, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours lutté lorsque j'étais au Matin du Sahara. Lorsque, par exemple, il y avait le rallye du Maroc ou n'importe quoi, donc on te disait tout de suite à la direction, à l'administration, on te disait mais attends, mais ils vous prennent pas en charge, les organisateurs? Je lui disais non. Quand même ils nous prennent en charge, non, je veux pas. Je vais te dire quand on allait les réunions pour le rallye du Maroc, il y avait Jean-François Ragès au Marabat, ici, juste en face, par exemple. Ouais. Donc, le Matin du Sahara allait par ses propres moyens. Tu veux que je te sorte des trucs? Moi, à l'Union africaine, je paye des billets pour des journalistes. Ça, je m'en vante. Mais il y a une chose qu'il faudrait poser, qui est problématique au niveau de la communication, le ministère de la Communication, c'est qu'un jour,
on se mette à respecter les journalistes sportifs. Mais ce sont les Parce éditeurs. que c'est les directeurs, les éditeurs, voilà, qui bravo, prendront en charge. Ce sont les, en échange de publicité, à travers le sponsoring, c'est possible. Et qu'on respecte ça, il faut institutionnaliser. Parce que les éditeurs... on en débat, mon ami, on en débat au sein de l'Association internationale de la presse sportive, de l'Union africaine, on en débat, on en est conscient. Voilà. Je suis d'accord. Ce sont les éditeurs qui doivent commencer par respecter leurs propres journalistes. Non, mais là... Parce que quand tu es un journaliste, est-ce que...